Vous allez écouter Social Calling. Mais juste avant, je voulais remercier Arkea qui sponsorise ce programme. C'est une banque pas comme les autres, qui mise sur les entrepreneurs précurseurs dans le domaine social et environnemental. Une banque connectée, qui soutient l'innovation et qui n'a pas peur d'être à l'avant-garde en répondant aux aspirations de la génération Social Calling. En bref, vous l'avez compris, Arkea soutient les millennials qui veulent entreprendre et s'engager pour construire leur avenir et le monde de demain. Alors ne l'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. Ça m'a déterminée, ça m'a mise dans un certain état d'esprit pour mener ma vie. Social Calling, Adèle, épisode 9. On est les jumelles de la classe, on est les jumelles de l'école. J'ai rencontré Adèle en 2016. Nous partagions alors le même espace de coworking dans la Silicon Sentier. Je la voyais débarquer tous les matins, débordante d'énergie, prête à changer le monde. Elle me faisait penser à Réponse, l'héroïne de Disney. Une belle et téméraire jeune fille à l'impressionnante chevelure. Adèle, c'est une fille en or. Elle a même reçu un prix en 2016, le trophée du cœur des femmes en or. Accompagner des gens, juste en essayant de révéler ce qu'ils ont de mieux en eux. La trentaine à peine entamée, elle s'est retrouvée propulsée en une de Paris Match, une consécration. Et pourtant, personne ne le sait, mais Adèle a passé sa vie à se comparer aux autres, à être parfois gênée d'être elle-même, une jeune fille appliquée, si bien taillée pour rentrer dans le moule. Un moule qu'elle exècre, qui l'a mise très en colère et qu'elle a fini par envoyer valser. Ça va Adèle ? Ça va et toi Émilie ? J'étais très excitée de venir ici. J'avais plus peur que pour le dentiste, c'est te dire. Mon enfance, même ma naissance en fait, puisque je crois que je suis née avec des cartes différentes d'autres personnes, puisque je suis née à 2. C'est très particulier en fait de naître à 2 et surtout de vivre à 2. Je crois que je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de ma vie. Évidemment, quand tu es dedans, tu t'en rends pas compte. Mais je me suis rendu compte à quel point ça a conditionné en fait beaucoup de choses sur mon comportement, mon rapport à la vie, mon rapport aux autres, mon rapport à l'aspect du binôme, puisque je suis, je pense, une personne très forte en équipe. Je prends de l'énergie dans l'équipe, je prends de l'énergie dans du groupe, et ça, je pense que ça me vient de ma sœur. Et je me suis construite à 2, on s'est construites toutes les 2 pendant toute notre enfance et toute notre adolescence. Et du coup, ce que ça fait, cette construction, c'est que tu peux pas t'en empêcher, tu es obligé de te comparer en fait. T'as quelqu'un, tu te compares physiquement, puisqu'on te dit tout le temps « Ah, est-ce qu'elle se ressemble ?» Enfin, c'est la réponse ou la question qu'on a le plus souvent. « Ah, mais alors vous vous ressemblez ? Ah, vous êtes identiques ?» Non, on n'est pas identiques, on est 2 personnes différentes, 2 individus. Ok, bon. Et du coup, bah oui, les gens te comparent. Ah, mais vous faites les mêmes études. Ah, mais vous êtes dans le même lycée. Ah, vous êtes dans la même école. Vous êtes dans la même classe. Je pense que les gens ont besoin de nous mettre dans un même moule, qui est le moule des jumelles. On est 2, on est un binôme. Et mes parents ont été hyper forts pour ça, parce qu'ils ont toujours voulu nous différencier, qu'on ne porte pas les mêmes couleurs, qu'on ne soit pas dans les mêmes classes, etc. Mais c'est peut-être tous les gens et la société autour qui aimaient beaucoup ce concept qu'on soit des jumelles et qu'on soit un tout. Et puis nous aussi, ça nous plaisait. Moi, ça me plaisait beaucoup. Ça me donnait un statut, ça me donnait une identité d'être 2, en fait. On est les jumelles de la classe, on est les jumelles de l'école. C'est cool. Enfin, moi, je trouvais ça cool. Je ne sais pas si les autres trouvaient ça cool, mais moi, je trouvais ça hyper cool. Mais voilà, qu'on le veuille ou non, du coup, ça crée cet effet de comparaison et de se dire, ok, est-ce que, du coup, si je lui ressemble, est-ce que ça veut dire, ou je lui ressemble pas, est-ce que ça veut dire qu'il y en a une qui est plus jolie que l'autre? Est-ce que ça veut dire qu'il y en a une qui est plus forte que l'autre? Est-ce qu'il faut qu'on ait chacune nos domaines? Pour te raconter un exemple hyper précis, ma sœur s'appelle Lucie, et mon père, quand on était petite, il disait, en pensant nous faire plaisir, et en une phrase très mignonne où il disait « Adèle, c'est la plus belle et Lucie, c'est la plus jolie ». Et pour lui, c'était hyper un signe d'amour de nous dire ça. Et des années plus tard, il y a assez récemment, ma sœur lui a dit qu'en fait, elle trouvait que jolie, c'était moins bien que belle. Et donc, en fait, ça l'avait blessée. Elle pensait que dans certains côtés, il la trouvait moins belle que moi.
Et donc c'est que des choses comme ça où en fait voilà, faut se distinguer, faut se trouver en tant qu'individu et à la fois on est deux et c'est génial d'être deux, mais c'est important de se différencier. Ça m'a déterminée, ça m'a mise dans un certain état d'esprit pour mener ma vie. Et cet état d'esprit, ça a fait que à l'école, cette comparaison, elle revenait tout le temps. Qui est la plus forte en classe est-ce que ça va bien pour les jumelles en classe, les notes, etc. Et il se trouve que moi, j'étais le parfait modèle de la jeune fille qui réussit bien en classe. Voilà, je faisais tout bien. Je rentrais parfaitement dans le moule de la bonne élève, ça m'allait très bien. J'étais une geek, un peu comme on peut dire, une nerd. Donc voilà, j'adorais faire mes leçons. Tu sais, je suis celle qui finissait ses cahiers de vacances avant même que l'été soit commencé, tu vois. Je trouvais ça génial, les cahiers de vacances. Et ma sœur, pas du tout. Ma sœur, c'était pas du tout son truc. Donc, je lui faisais ses cahiers de vacances, tu vois. J'en faisais acheter 2 différents et je lui faisais les siens. Et voilà, elle était moins scolaire que moi. Évidemment, pas du tout moins intelligente, mais moins scolaire, ça lui convenait moins, ce moule. C'était celle sur laquelle, sur son bulletin, il y avait marqué bavarde un peu trop, bavarde beaucoup, bavarde un peu beaucoup. C'était voilà, la faux-folle qui avait besoin de s'exprimer de manière différente, qui chantait, qui dansait, qui faisait de la danse, de la comédie musicale. Moi, toutes ces choses qui me fascinaient complètement. Et moi, je lisais Jules Verne à côté. Et voilà. Et bon, je trouvais ça génial, Jules Verne aussi. Mais voilà, on avait des manières extrêmement différentes d'exprimer notre intelligence et notre créativité. Et il se trouve que moi, ça correspondait au modèle. Et elle, on essayait de la faire rentrer dans ce modèle. Je me suis rendu compte qu'on ne valorisait que mes talents à moi. Qu'on disait juste, oui, Adèle, c'est bien parce que elle a des bonnes notes en classe, qu'elle a fait telle classe préparatoire, qu'elle va dans telle école. Et qu'en fait, toute l'intelligence de ma sœur, qui était... j'ai découvert plus tard qu'il y avait 8 sortes d'intelligence et que l'intelligence intellectuelle n'en était qu'une. Et en fait, ces intelligences-là, on ne les valorise pas du tout en classe, puisque à la fin, il n'y a que la note sur 20 qui compte face à tes apprentissages. Ça m'a mise en colère parce que je me suis dit, c'est tellement dommage, ça l'impacte dans son être, dans son développement. Je n'imagine pas, je pense encore aujourd'hui, tout ce que ça a pu lui faire, de se sentir comparée comme ça, même si elle n'était pas non plus dernière de la classe. Et voilà, mais comme moi, j'excellais là-dedans, sans fausse modestie, oui, j'ai fait des très grandes études, c'était mon truc. Je le sais, elle s'est sentie dévalorisée, en fait. Alors qu'il y a tellement d'autres domaines dans lesquels elle était... excellente et où elle excellait et où elle brillait beaucoup plus que moi. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur ta vie ? Ça a eu un impact auquel je ne m'attendais pas, qui est une espèce d'alignement des planètes, puisque après avoir fait toutes ces études, il se trouve que j'ai fait un long voyage, je suis partie en tour du monde et puis j'ai un ami qui est venu vers moi après ce voyage en me disant voilà, j'ai un projet que j'aimerais porter et j'aimerais que tu me rejoignes, qu'on soit 4 à porter ce projet. Et c'est un projet qui est sur le gâchis de talent, sur comment est-ce que en fait, on permet aux personnes aujourd'hui, partout en France, qui ont l'envie, le potentiel d'agir et d'avoir un impact positif sur la société, comment est-ce qu'on leur permet de passer à l'action ? Et en fait, moi, c'est ça qui m'a tout de suite frappée dans ce projet. On ne parlait pas de gâchis de talent à l'époque, on employait des mots différents, mais c'est aujourd'hui exactement comme ça qu'on en parle. Et moi, c'est tout de suite ce qui m'a parlé dans ce projet, c'est vraiment l'idée d'être un anti-école, entre guillemets, en tout cas l'école que moi j'avais connue. C'est l'opposé de mettre des gens dans des cases et c'est l'opposé de mettre des notes, c'est s'adapter au potentiel de chacun et leur permettre à leur juste place, là où ils veulent et là où ils peuvent le faire, de s'exprimer et d'avoir un impact positif sur la société. Et ce projet, il s'appelle Ticket for Change.
C'est un projet que maintenant on développe depuis 5 ans et que moi j'ai toujours vu comme un projet d'éducation. On l'appelle beaucoup de choses, on dit parfois qu'on est un incubateur, on accompagne des entrepreneurs, donc on dit on fait des startups. En fait, tout ça pour moi c'est de l'éducation. Accompagner des gens là où ils sont, avec leurs capacités, leur potentiel, sans essayer de les changer, juste en essayant de révéler ce qu'ils ont de mieux en eux et ce qu'ils pourraient faire pour qu'en plus ça ait un impact positif sur la société. Que ce soit qui créent des entreprises ou qui vont rejoindre une entreprise existante qui a de l'impact ou qu'ils le fassent dans le grand groupe dans lequel ils sont et ils ont envie de changer les choses de l'intérieur. En fait, le moyen, peu importe. Moi, ce qui m'importe dans ce qu'on fait, c'est vraiment qu'on fait grandir des talents. Tous les hommes ont envie de faire quelque chose. Et les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont. Et est-ce que tu es moins en colère aujourd'hui ? Je suis moins en colère, mais j'aimerais que ça vienne beaucoup plus tôt, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu l'impression qu'avec Ticket, on répare quelque chose qui, du coup, a été un peu brisé ou meurtri, en tout cas. Encore une fois, ma sœur va très bien. Elle n'est pas brisée, elle n'est pas meurtrie. Elle est très épanouie dans son travail. Mais voilà, je sais que ça l'a blessée à un moment et je sais que ça blesse des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui se sentent au moment le plus clé de leur vie, qui est ce moment où tu dois te développer, te construire, trouver ton identité et qu'on dévalorise pile à ce moment-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses, heureusement, qui sont faites aujourd'hui dans le domaine de l'éducation. Et je jette pas la pierre du tout à tous les professeurs et toutes les personnes qui essaient de faire changer les choses. Je sais que c'est une grosse machine, l'éducation nationale, et c'est pas facile de faire changer les choses. Je suis plus en colère parce que je pense que c'est plus constructif d'être plutôt enthousiaste à l'idée de changer les choses qu'être en colère. J'ai essayé de transformer cette colère en quelque chose de positif et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien aujourd'hui. Je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde start-up dans lequel on vit, dans cette Startup Nation, et encore plus ici au cœur du sentier où on est en train d'enregistrer aujourd'hui, on va très très vite et il faut toujours de la performance et il faut toujours des indicateurs de performance et en fait, parfois, l'indicateur, c'est juste est-ce que tu as passé un moment de qualité avec une personne et est-ce qu'elle se sent mieux à la fin de cette demi-heure qu'au début de la demi-heure. Et je trouve que c'est important de pouvoir revenir à des indicateurs humains et pas que de chiffres dans ces métiers qu'on fait. Merci d'avoir suivi ce 9e épisode de Social Calling. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Gaëlle, devenue hacker au grand cœur pour contourner les règles rigoristes de son enfance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcasts, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite.